France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Peine perdue, c'est un roman que j'ai sélectionné pour vous en cette rentrée littéraire et franchement, il devrait vous plaire. Je ne vais pas vous dire que si ce n'est pas le cas, France Bleu vous rembourse le prix parce qu'il y a toujours des gens de mauvaise foi, mais j'en suis presque là. Je ne vois pas comment ce livre ne pourrait pas vous plaire. Il est signé Olivier Adam et c'est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Autour de la table de votre déjeuner aujourd'hui, Patrice Gascoin, bonjour. Bonjour à tous. Comme chaque jour, l'actu de la télé, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut éviter pour passer une bonne d'abord, soirée. je vais vous dire combien de Français ont regardé Blacklist, la nouvelle série TF1 hier soir dont on a parlé. Donc ça, je vous dis ça tout à l'heure. Et puis, on va faire le point sur les nouveautés de M6. Je vais vous dire combien de Français ont regardé Blacklist. C'est intéressant ça, parce qu'on en a parlé et j'ai hâte de le savoir. Thierry Garcia. Bonjour. Avec qui vous êtes venu aujourd'hui? Avec François Hollande. Bonjour François. Bonjour. Oh, il pleut. Comme d'hab. Et comme d'habitude. Vous savez pourquoi j'aime bien faire des discours sous la pluie? Non, parce que moi, contrairement au sucre, je peux pas dissoudre. Elle est pas mal celle-là. À 13h, nous recevrons un flic de la brigade anticrime. Vous n'avez rien contre les flics, Olivier Adam? Non, hein. Il était là, à ses côtés, la nuit où Lady Di est morte dans un accident de voiture. Aujourd'hui, le secret professionnel est levé. Il a décidé de tout vous dire. En plus, il a repris le fil de l'enquête. Vous saurez tout donc dans la deuxième partie de l'émission France Bleu Midi. Ensemble, c'est parti et c'est jusqu'à 1h30. Olivier Adam, alors c'est pas facile d'être l'un des auteurs de la rentrée littéraire. Il y a une flopée de romans qui sortent en même temps, 607 cette année, pour être précis. Vous le vivez comment, vous, d'être l'auteur d'un livre qui sort au milieu de 607 romans ? Comme un moment d'angoisse au début quand même, Ouais. parce qu'on se demande forcément si le livre va se frayer une place dans tout ça et toucher les lecteurs qui peut-être ont quelque chose à y trouver. Et puis C'est très important pour vous, quand vous écrivez un livre, une fois que vous l'avez porté pendant X mois, de voir que le public... paradoxalement, j'y pense pas du tout quand j'écris. Ça se joue vraiment entre moi et moi. À la limite, le seul lecteur auquel je pense, à la limite, peut-être que c'est moi-même en me disant que j'essaye d'écrire le livre que j'aimerais lire et qui n'existe pas. Mais une fois que le livre est terminé, évidemment, on a envie que ça crée cette espèce de toile souterraine, de sensibilité commune, et puis que le discours ou les idées ou les émotions que ça porte se propagent. Enfin, on n'a surtout pas envie que les gens qui pourraient être touchés par ça et s'y reconnaître et que ça pourrait être... bouleversé au sens littéral du terme, c'est-à-dire chez qui ça pourrait changer quelque chose, pour qui ce livre ne serait pas anodin, disons, ne le rate pas. Ne le rate pas. Alors, on va essayer de ne pas leur faire rater, parce que je vous assure que c'est un beau livre. Il y a des journalistes littéraires, heureusement, qui passent leur été à potasser, et on peut voir dès maintenant émerger dans la presse quelques listes de livres qui ont retenu leur attention. Bien sûr, il y a le vôtre. Il est vraiment en première ligne, Peine perdue. Donc, la critique est unanime. Pour l'instant, tout le monde crie au génie. Ça vous rassure? Oui. On préfère... Je suis jaloux. Ça marche comme ça. Avant de vous raconter l'histoire, donc on va dire deux mots sur vous, Olivier Adam. Vous avez écrit entre autres Tout va bien, ne t'en fais pas. Je vais bien, ne t'en fais pas. Je vais bien, ne t'en fais pas. Adapté au cinéma avec Mélanie Laurent, on s'en souvient. D'ailleurs, c'était le film qui a révélé Mélanie Laurent. Enfin, moi, je l'avais découverte là-dedans. Voilà. Une jeune fille qui devient anorexique parce que ses parents lui cachent la mort de son frère. Vous avez eu de nombreux prix, dont le Goncourt de la Nouvelle en 2004 pour le livre Passer l'hiver. En 2012, vous êtes passé tout près du concours Le Vrai avec le livre Les Lisières. Cette rentrée, j'imagine que vous rêvez aussi d'un Goncourt. On est 607, enfin pas 607 parce que il y a les livres étrangers aussi, mais on est 400 à espérer parce que ces prix-là portent les livres précisément vers un lectorat qui sinon ne les prendrait peut-être pas en main. Donc, encore une autre façon de toucher les lecteurs. Alors le livre s'appelle Peine perdue. Moi j'ai adoré, je vous le dis. Je l'ai dévoré en une soirée, c'était hier soir. Je dois vous avouer aussi que j'ai pas eu le temps de le finir, mais je me demande si j'ai pas fait exprès, parce que dans les livres que j'aime, j'essaye de garder toujours les 50 dernières pages pour un peu plus tard. Donc pour moi c'est un énorme compliment de vous dire que je l'ai pas fini. Alors c'est un double suspense. En même temps ça me permettra de pas vous raconter la fin, ce qui est pas mal aussi. Une tempête qui ravage la côte dans le sud de la France, des corps, des noyés, des familles
familles de victimes, des retraités, des saisonniers, des petits mafieux, le tout autour d'un certain Antoine qui aurait pu devenir le prochain Zidane puisqu'il était un espoir du foot, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça et il se fait tabasser et laisser pour mort devant l'hôpital. Alors évidemment, on va se demander qui a bien voulu lui faire du mal et on le saura au bout de 23 chapitres qui portent tous le prénom d'un personnage. Le premier, c'est Antoine et puis il y a les autres. 22 personnages, ça tisse une espèce de toile, c'est une construction absolument incroyable. Comment ça se passe quand on écrit un roman comme celui-là, qui est presque comme 23 nouvelles qui se succèdent, mais en même temps qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres? On a déjà l'idée jusqu'à la fin ou ça vient en écrivant? Non, ça vient en écrivant. Moi, je fais jamais de plan, en fait. Et puis, j'aime bien me lancer des défis à chaque livre. Et là, j'avais d'emblée l'envie de raconter à la fois une histoire globale qui flirte un peu avec le roman noir, avec un suspense, une enquête, et en même temps de dresser le portrait d'une communauté, de dresser le portrait d'une petite ville de bord de mer qui est traversée par une forme de crise qui est à la fois la crise sociale dans laquelle on est empêtré, dans laquelle on baigne, et à la fois une crise liée à un fait divers et à une catastrophe naturelle, et de voir comment... en l'occurrence, une catastrophe météorologique, voilà, des inondations. Et de voir comment dans cette situation de... Vous êtes inspiré par les inondations qu'il y a eu en janvier dernier non, dans le sud, non? J'étais il y a quelques années sur la Côte d'Azur, là, en hiver, à l'endroit à peu près que je décris, là, autour de l'Estérel. Et il y a eu vraiment un très violent coup de mer cette année-là qui a ravagé les paillotes, les restaurants de bord de plage, etc. Il y avait des coulées de terre orange qui tombaient dans la mer, qui étaient devenues totalement marron. Il y en a chaque année. Il y en avait en janvier dernier aussi. Et cette année-là, il y a eu au même moment 7 personnes portées disparues sur un rayon de 40 km de littoral. Et je me suis toujours dit que ça ferait un point de départ de l'histoire. Alors là, la tempête, la mer, les noyés, c'est aussi peut-être un peu métaphorique parce que finalement, ce sont des âmes échouées, tous ces personnages. Hein. Oui, puis c'est des gens qui subissent des pressions qui engendrent des grandes difficultés personnelles, intimes, mais qui viennent de l'extérieur. Et au fond, c'est un peu une métaphore de ce qui arrive au pays tout entier, quoi. C'est-à-dire que cette fameuse crise dont on parle tous les jours et dont personne n'arrive à saisir la source. Les gens ont un peu l'impression qu'il n'y a pas tellement d'issue et qu'il n'y a pas grand monde pour nous en sauver. Et qu'on va s'embourber, se noyer. Mais qu'il faut se débrouiller quand même. Et qu'il faut se débrouiller quand même. Alors vous arrivez à vous mettre totalement dans la peau de chacun de ces 23 personnages. Par exemple, ce retraité qui ne supporte pas de regarder des photos de ses enfants maintenant qu'ils ont grandi, qu'ils sont partis, que la maison est vide. Il sent la vie s'en aller. Les enfants ne reviennent que très rarement dans cette maison familiale désormais déserte. Alors vous écrivez, il ne voulait pas venir ici, donc lui, parce qu'il ne supportait plus la brûlure des choses enfuies. Trophée sportif du second, chaussons de danse, kimono de judo, raquettes de tennis, armoire remplie de vêtements portés puis devenus trop petits, parfois passés de l'aîné au cadet et à la benjamine, puis enfin pliés et gardés pour rien ni personne, empaquetés comme autant de petits tombeaux successifs, emportant chaque âge comme autant d'enfants perdus qu'on ne reverra jamais. Où sont-ils, ce Jean, âgé de 3 ans, et celui de 12 ou 15? Où ont-ils disparu? Et à qui confier qu'il faut en faire le deuil, autant de deuil que d'années enfuies, multipliées par 3 enfants? À qui parler de cela? Oui, je pense que la littérature est là souvent pour dévoiler les choses derrière les choses. C'est beau. Vous n'avez pas des enfants grands, vous, encore, parce que vous êtes des tout petits, mais c'est quand même vachement émouvant. J'ai un ado de 15 ans et c'est vrai que c'est très émouvant. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, et notamment du point de vue des pères, quoi. Cette espèce de déchirure qu'il y a à voir ses enfants grandir et puis à voir se substituer à ce temps premier de l'amour inconditionnel de la petite enfance, finalement de voir à ça se substituer des relations d'adulte à adulte qui deviennent conditionnelles pour le coup. Que les enfants ne sont plus là, quoi, que c'est un deuil de ces enfants-là, même s'ils sont toujours là en tant qu'adultes. Il y a une magnifique chanson de Vincent Delerme qui s'appelle Châtenay-Malabry qui raconte ça, là, où c'est une femme le dimanche après-midi, une fois que les enfants sont partis, et sur le vide que ça laisse. Et c'est une chanson qui m'a inspiré ce chapitre. Alors c'est pas la seule, parce que la chanson elle est super présente dans le livre, c'est assez amusant. On va faire tout à l'heure la bande son
du livre, parce que vous faites référence à plein de chansons françaises. Vous imaginez bien que moi, ça m'a interpellée. Mais dans un instant, on va ouvrir la ligne aux stars avec Thierry Garcia. France Bleu.